mettant en œuvre le programme, eh bien, je mettrai en œuvre l'article 50 du TUE et l'article 13 du TAN, le traité de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Alors, c'est quoi ces articles? L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permettent de sortir de l'euro. On ne peut donc pas, juridiquement, sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Et la Commission européenne, le porte-parole de la Commission européenne, a confirmé cette analyse que nous faisons constamment. L'article 50 nous dit quoi? Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. Donc ça veut dire déjà que c'est possible, puisque c'est écrit. Argument à sortir à tous nos adhérents, militants et sympathisants quand on leur dit « mais c'est pas possible ». Si c'était pas possible, ça ne serait pas prévu. D'ailleurs, dans l'histoire des hommes, quelque chose qui est prévu, en général, se réalise. Deuxièmement, vous avez vu que dans cet alinéa 1, il y a conformément à ces règles constitutionnelles. Donc je vais y revenir, c'est un petit bémol qu'il faut avoir à l'esprit. Entre J et J+7, le président de la République nouvellement installé présentera donc aux Français une réforme constitutionnelle destinée à abroger les articles 88 alinéa 1 et alinéa 2 de la Constitution française. Et pourquoi cela? Mais parce que notre cher Nicolas Sarkozy, en parfaite connivence avec le Parti socialiste, l'UMP, le MoDem et EELV, nous a mis ce que les Américains appelleraient une poison pill, c'est-à-dire que dans le dos des Français, par la procédure du Congrès, a été intégré dans la Constitution française un article 88 alinéa 1 qui dit « La République participe à l'Union européenne ». Constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. On notera au passage le cynisme inouï de cette formule, puisque dire que la République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun, etc. La France n'a pas choisi librement, puisque le TUE et le TFUE résultent du traité de Lisbonne, lequel traité de Lisbonne a été adopté par la procédure du Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, en violation du vote des Français du 27 mai 2005, qui avaient voté non à 55% à la Constitution européenne. Or, ces deux traités sont un copier-coller de la Constitution européenne. Donc déjà, vous voyez le cynisme. Mais en attendant, ça c'est un constat, en attendant, nous avons un article de notre Constitution qui précise que la République participe à l'Union européenne. Il faut donc faire sauter ce verrou, cette poison pill, cette pilule empoisonnée qui a été placée dans notre dos, dans la Constitution française, pour respecter, rappelez-vous, l'article 50 qui dit que les États peuvent sortir conformément à leurs règles constitutionnelles. Il faut donc nettoyer la Constitution de ce passage. Il faut également nettoyer la Constitution d'article 88 alinéa 2 qui prévoit que la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen. Donc, eh bien, il faudra donc convoquer, dans les jours suivant l'élection, un référendum pour proposer aux Français d'abroger ces deux dispositions. Pendant que nous y serons et que nous convoquerons les Français par référendum, on leur proposera également d'autres suppressions ou d'autres modifications de la Constitution afin que les Français aient le sentiment, plus qu'un sentiment, puissent constater concrètement à quel point, d'un seul coup, les choses vont changer. Donc, dans le même référendum, la réforme constitutionnelle en profitera pour abroger la procédure dite du Congrès prévue dans l'article 89, afin que toute réforme constitutionnelle ne puisse plus désormais être décidée que par le seul peuple souverain. L'article 89 prévoit qu'il y a des réformes constitutionnelles qui peuvent être faites dans le dos des Français par les parlementaires et les sénateurs. C'est comme ça qu'on a eu le traité de Lisbonne. C'est comme ça qu'on a eu cet article 88 alinéa 1 dont vous n'avez jamais vu passer. Donc ça, c'est une vraie faille de la Constitution de la Ve République. Dans l'esprit de De Gaulle, qui en était le rédacteur avec ses conseillers, la véritable modification de la Constitution, c'était l'article 11 par référendum. C'était le peuple qui devait décider. Mais il avait eu la faiblesse d'inscrire l'article 89, qui ouvrait la voie à des députés et des sénateurs de modifier la Constitution, mais De Gaulle avait précisé dans son esprit que c'était pour des réformettes, des choses de peu d'ampleur. Mais ces choses d'ampleur, malheureusement, les choses de peu d'ampleur, personne n'est là pour dire qu'est-ce qui est d'ampleur et peu d'ampleur. Donc nous supprimerons purement et simplement cet article 89. Dans la même foulée, la réforme constitutionnelle que nous proposerons par référendum, puisqu'on fera une grande réforme,
Nous réintroduirons le crime de complot contre la sûreté de l'État. Je signale, au cas où vous ne le sauriez pas, que dans la version de la Ve République, telle qu'elle avait été rédigée par De Gaulle et ses conseillers, proposée au référendum des Français, adoptée le 4 octobre 1958 par référendum avec, je crois, quelque chose comme près de 80% de oui ou 78% de oui, il y avait dans l'article 68 l'idée de complot contre la sûreté de l'État. Or, cet article a été nettoyé, toiletté, comme on dit gentiment, dans votre dos, dans le mien, toujours par la procédure dite du Congrès, par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. On a enlevé la notion de complot contre la sûreté de l'État comme si ça n'existait plus. Et ceci a été fait donc 8 mois, 9 mois après Maastricht. Moi, je vous invite quand même à réfléchir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête pour retirer d'une Constitution l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État? Ça n'existe plus, les complots contre la sûreté de l'État? Et puis, on va me dire quoi? Que Charles de Gaulle était un complotiste? C'était lui qui avait prévu ça. D'ailleurs, ce n'était pas seulement lui. On trouvait cette notion de complot contre la sûreté de l'État, on la trouve depuis 1793. D'ailleurs, l'histoire du monde est faite de complots. Ce n'est pas les États-Unis qui vont nous dire le contraire. La prise de pouvoir à Kiev, on ne sait que c'est un complot. Les Russes ont balancé sur Internet, on a conversation de Victoria Nuland, la secrétaire d'État adjoint des États-Unis, à l'ambassadeur américain à Kiev, et qui lui dit, bon, il faut mettre Yatseni au Premier ministre, donc je ne veux pas de Klitschko. Ça s'appelle exactement un complot. Sinon, c'est quoi un complot? Sinon, ça n'existe pas. Donc c'est ça qui a été retiré, mais nous allons le remettre. On va remettre dans la Constitution qu'il y a des risques de complot contre la sûreté de l'État. Et puis dans la même foulée, on va également réintroduire le crime de haute trahison du président de la République. Parce que De Gaulle avait aussi prévu, dans l'article 68, de châtier le crime de haute trahison du président de la République. Or, ce crime de haute trahison a été lui aussi disparu de la Constitution, dans votre dos et dans le mien, par la loi du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Oh! Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête pour enlever ça, à votre avis? Ça n'existe plus, la haute trahison? Alors, il y a une prétendue journaliste de Arrêt-sur-Image qui m'a interviewé il y a 15 jours. Je lui disais ça. Alors après, elle a pondu un article, bien entendu, dégueulasse. Et elle a dit que j'y comprenais rien. Alors, comme j'y comprenais rien, donc comme elle ne savait pas quoi répondre à complot, elle n'a pas parlé du complot. Mais là, elle a dit, mais non, elle a repris la notice Wikipédia en disant, mais non, c'est parce que maintenant, c'est une autre formulation qui a été précisée. Mais ce n'est pas vrai du tout. La nouvelle formulation de l'article 68 maintenant, c'est qu'il peut y avoir une procédure de destitution qui peut être introduite contre le chef de l'État en cas de conduite ou de manquement incompatible avec la fonction. Ça veut dire quoi, les manquements incompatibles avec la fonction? Strictement rien dire. C'est beaucoup plus flou que haute trahison. Il est vrai que haute trahison n'est pas très précis, mais manquement incompatible, on ne sait pas ce que ça veut dire. On donne à penser qu'on viserait plutôt une maladie mentale ou bien Alzheimer. Si le président de la République devenait Alzheimer, qu'est-ce qu'on fait? Remarquez, on n'en est pas très loin. Donc nous, on va réintroduire la notion de haute trahison, que d'ailleurs on étendra pas seulement au président de la République, mais également au Premier ministre, aux ministres, aux membres du gouvernement, et puis également aux députés et sénateurs. Et on précisera ce que c'est que la haute trahison, c'est-à-dire la trahison des intérêts du peuple français au profit de puissances étatiques étrangères ou de puissances privées et de lobbies industriels, économiques et financiers. Ça sera clair pour tout le monde. Nous en profiterons également pour introduire l'idée de référendum d'initiative populaire. Parce que ça suffit comme ça. Ça fait maintenant des siècles, en tout cas des années que les Français souhaitent avoir cette possibilité. Eh bien, nous la créerons. Il n'y a pas de raison que les Suisses aient leur votation, que les Californiens leur référendum d'initiative populaire, qu'en France ce soit interdit. C'est quand même un comble. Ce qui ne veut pas dire la suppression du droit de référendum du président de la République, qui continuera d'exister, mais on créera le référendum d'initiative populaire, comme c'est d'ailleurs prévu dans notre programme. On renverra une loi organique pour préciser les modalités d'application.
Il faudra notamment définir le nombre de pétitionnaires, la validation par le Conseil constitutionnel, notamment conforme ou non à la Constitution française. Et puis ensuite, on fera des référendums d'initiative populaire. Et puis, nous en profiterons pour introduire la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, qui est beaucoup demandé par un certain nombre de gens qui s'intéressent à la politique et qui veulent cette reconnaissance, qui nous paraît tout à fait légitime. Vous savez ce que ça veut dire? Actuellement, si vous votez blanc, ça ne sert strictement à rien d'autre qu'à faire monter le taux de participation. Parce que si vous allez voter blanc, vous êtes considéré comme un votant. Donc ça fait monter le taux de participation. Mais en revanche, votre vote n'apparaît pas dans les suffrages exprimés. Donc dans les résultats, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas comme dans les pourcentages de suffrages exprimés. Donc ça ne fait que, finalement, c'est le contraire de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez montrer un désaccord quand vous votez blanc. Et en fait, vous faites augmenter le taux de participation, donc ça conforte les résultats de la personne qui est élue. Donc, le vote de plein exercice, ça veut dire que si vous allez voter blanc, il y aura une ligne. Alors en 2012, en 1, François Hollande, en 2, Nicolas Sarkozy, en 3, Marine Le Pen, en 4, Mélenchon, en 5, Eva Joly, puis par exemple en 6, les votes blancs, X%. C'est ça que ça veut dire. Et le vote blanc de plein exercice a une conséquence qui a déjà été utilisée, parce que le système que je décris existe en Suède et en Uruguay, de mémoire. C'est déjà arrivé en Uruguay que pour des élections municipales dans une ville, une assez grande ville, les votes blancs, une fois, sont arrivés en tête. Alors dans ce cas-là, lorsque le vote blanc arrive en première position, l'élection est annulée. Elle est reportée, il y a un délai qui est à prévoir par une loi organique, qui est reporté de 2 ou 3 mois. Elle est réorganisée, mais dans cette nouvelle élection, toutes les personnes qui se sont présentées au suffrage de la première sont interdites de se représenter à cette deuxième élection. En d'autres termes, c'est une espèce de révocation populaire du choix qu'on propose. Rétablir la démocratie la plus large. Nous entreprendrons une grande réforme constitutionnelle soumise à référendum, afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains. Nous interdirons de manière constitutionnelle les transferts de souveraineté non limités dans le temps et dans l'objet. Nous supprimerons le titre 15 de la Constitution française, titre sur l'Union européenne adopté en 2008. Nous interdirons de manière constitutionnelle toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous inscrirons dans la Constitution: les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance du public. Les scrutins par machine à voter électronique sont interdits. Nous supprimerons la procédure dite du Congrès, l'article 89. Toute réforme de la Constitution devra se faire par référendum. Et celui-ci précisera que la réforme n'est adoptée que si elle obtient la majorité des électeurs inscrits. Transformer l'actuel Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle qui sera professionnalisée et dépolitisée. Inspirée de l'exemple allemand, cette cour sera composée exclusivement de 16 magistrats professionnels élus par des parlementaires pour une période non renouvelable de 12 ans. Elle devra défendre la Constitution en toutes circonstances et en aucun cas suggérer de la défaire pour s'adapter à des traités internationaux. Les possibilités de saisine seront élargies à des groupes d'élus locaux ou de citoyens français. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire en plus du référendum d'initiative présidentielle. Ce second type de référendum s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle qui vérifiera préalablement sa conformité avec la Constitution. Une loi organique en fixera les modalités d'organisation. Les référendums pourront comporter plusieurs questions pour nuancer les réponses. Nous reconnaîtrons le vote blanc comme un vote à part entière. Nous annulerons le scrutin et convoquerons de nouveau les électeurs en cas de vote blanc majoritaire, avec une interdiction aux candidats du vote précédent de se représenter. Nous instaurons l'équité du financement public pour les activités politiques. Ce financement sera strictement proportionnel aux voix reçues à chaque élection, décomptées dès la première voix. Nous rétablirons et étendrons le crime de haute trahison pour le chef de l'État et les membres du gouvernement. La signification juridique de cette incrimination sera précisée et étendue, notamment à la corruption, à l'abus de biens d'État et à la collusion avec des puissances étatiques étrangères ou des pouvoirs privés pour mener une politique contraire à l'intérêt général du peuple français.
Nous réformerons le statut d'élu avec interdiction du cumul des mandats fixé par la loi organique. Nous limiterons à un seul renouvellement consécutif les mandats de parlementaires, conseillers régionaux et généraux. Nous poserons le principe de l'examen périodique des conflits d'intérêts et celui de l'inéligibilité à vie d'un responsable public condamné pour corruption. Nous inscrirons dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature.